matin à 5 heures, on frappe à la porte. C'est moi qui suis descendue ouvrir. Je me trouvais face à un gendarme qui venait chercher les parents à Irène. À 7 heures, ils sont partis tous les trois à la prison de Mulhouse. Et 3 jours après, ils sont revenus pour chercher leurs affaires pour repartir à Schirmeck. Et je me souviens que j'ai beaucoup souffert lorsque papa m'a annoncé qu'il ne pourrait pas m'emmener, que j'étais trop petite pour travailler en Allemagne, que je devais rester ici, dans une famille de lointaine parenté, les Seltensberger. Nous sommes déjà en pleine guerre. Après la défaite de juin 1940, l'Alsace est annexée de fait par le Troisième Reich. Les bottes allemandes claquent fièrement sur les pavés. L'administration civile et militaire quitte les lieux. C'est la débandade. Les Wittelsheimois doivent se débrouiller. L'état-major d'une division allemande d'infanterie s'installe à Wittelsheim. Des observatoires placés sur les puits des mines dirigent l'artillerie sur Mulhouse et le front français. Il a dit c'est plus la même chose. Mais pourquoi? C'était les nazis. Pour vous situer la mentalité des gens, en 1940, quand l'armée allemande elle est passée dans les rues de Wittelsheim, je me souviens d'un mot de mon père qui disait « Kinder, jetzt sind wir Armilite ». Jetzt sind wir au bateau. Seulement, comme tous les Alsaciens, une petite minorité qui n'a pas dit Franzose, kommen wieder. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. L'Alsace est alors soumise à une politique de germanisation totale par le Gauleiter Wagner, une sorte de préfet de district basé à Strasbourg et nommé par Hitler. Wagner décrète: d'abord, les communes alsaciennes reprendront un nom allemand. Mulhouse, d'abord, ça avait un nom allemand, c'était Mühlhausen. Les expressions françaises doivent être éliminées de la Muttersprache, y compris les panneaux indicateurs, les inscriptions des bâtiments publics et les noms des rues. Les enseignes des magasins et tout ça, il fallait absolument. Hein. Aucune consonance française là-dedans. Hein. C'était vraiment très très strict. La langue officielle devient l'allemand. On n'avait pas le droit de parler le français. Mais tandis que les Polonais, les jeunes Polonais qui étaient là, ils avaient le droit de parler le français. Le Gauleiter donne l'ordre aux Alsaciens de germaniser leurs noms et prénoms. Rocher, c'était Rüdiger. Le cycle scolaire français est supprimé. Le rythme scolaire allemand se met en place. Les associations sportives et culturelles sont dissoutes. Et on organise la Hitlerjugend pour tous les jeunes Alsaciens. On a trouvé un moyen pour ne pas assister à la réunion de Hitlerjugend. On avait donc une carte, et quand vous étiez présent, la carte était tamponnée. Et nous, on a pu rentrer dans ce local une fois le soir, et puis on a tamponné nos cartes. Mais manque de peau, et on s'est tombé dessus. Et avec ça, on a dit, allez, à Tannes, chez le Kreisleiter, et là, on a eu une sacrée volée, je ne vous dis pas. On était bleu partout. Hein. Il faut rentrer dans le moule. Il n'y a vraiment pas le choix. Les vexations, comme on disait toujours, Franzosenköpfe, détourner des têtes de Français et tout ça. Le port du béret est formellement interdit. Nous, les jeunes, on était élevés dans l'esprit français, quoi. Ça nous choquait. On essayait de se rebeller, mais... Je n'avais jamais quelque chose sur la tête, avant la guerre. Mais pendant la guerre, j'avais le béret. Toujours. Also, toute la bande. Un homme qui avait un béret, eh ben, en fin de compte, il s'est plus ou moins rebellé quand il voulait lui enlever. Il a atterri à Schirmeck, rien que pour ça. Le Gauleiter impose des mesures draconiennes de soumission au Troisième Reich. D'abord, la neutralisation des indésirables. Ils ont cherché mon papa au travail. Il devait faire la petite valise, strict nécessaire. On nous a emmenés. Papa s'est mis à la fenêtre du train et pleurait beaucoup. Il voulait me saisir, me prendre
Et lorsque le train s'est ébranlé, je croyais qu'il allait tomber, tellement il était tendu vers moi. Sans doute il a beaucoup souffert moi aussi, de cette séparation. J'ai été déporté en Allemagne par les Allemands en 1941, d'où je me suis évadé le 12 juillet 1942. En août 1942, un autre excès de zèle du Gauleiter Wagner. C'est le décret pour l'incorporation de force des classes 1908 à 1928. La plupart ont réussi à se cacher. On était justement une trentaine de bonhommes de Wittelsheim qui étaient dans la RAD. C'était quoi la RAD? Reichsarbeitsdienst. C'est une formation chantier militaire, quoi. Il fallait faire des tranchées, des abris et tout ça là-bas. Et on est resté quelques mois en Tchécoslovaquie pour faire les classes. Et puis après, on était en Russie. On était incorporé de force. Moi, je suis arrivé à Meissen, c'est en Pologne. Mai 1943, on était la dernière fois chez nous, dans nos foyers, pour se préparer le front russe. Le 4 juillet, on était à Diepoldswalde, c'était un patelin pas loin de Dresden. De Dresde qui était... Et forcément, nous les Alsaciens, on a fêté ça dans notre piole. On a réussi à saouler un foreman, comme on disait, qui nous commandait. Et celui-là, on lui a appris à chanter la Marseillaise. Il était debout sur la table. Mais ça s'est ébruité. Et le lendemain matin, à l'appel, on était 8 bonhommes qui ont dû se présenter devant tous les autres. Et là, on a eu droit à un speech, comme quoi, si ça se reproduit, on ira dans un camp de concentration, des trucs comme ça. Mais... Moi, je viens de Kursk, ferne de Martiansk, devant le camp, devant la porte de Tambov. Et lui, il m'appelle, il dit, Sepi, c'est toi. Alors, rendez compte, en Russie, un copain du pays qui vous appelle. À Wittelsheim, comme partout en Alsace, la vie quotidienne est faite de suspicions et de délations. Nous avions des voisins qui étaient, allemands. Deutsch-friendly, comme on dit. Et puis, ils ne pouvaient pas supporter que mon papa ne voulait rien savoir de la... Comment que ça s'appelait? Opfring, voilà. Et un beau jour, le matin, 4h du matin, la voiture verte s'est arrêtée devant notre porte et nous a cherchés. Les cartes de rationnement font leur apparition et les Allemands instaurent la participation à l'effort de guerre allemand et le travail obligatoire. J'ai dû partir le 12 octobre 1941 à Pforzheim dans le service obligatoire du travail. En recevant ma convocation le 7, le 9, je me trouve en Suisse, évadé avec tous mes papiers. Dan zei er geen voertuig met dat even, dat was hij en zo zag ik komen. Dan zei er ben je hier met. Nou, ik zei toen, wenn ihr auf hier mal kommt, läufst die vor nach mir. Läufst die, und ihr nimmt Flint ein da und aber ich kann nicht aus hier mit. On était là dans ce camp. Par la suite, il fallait sortir pour aller travailler dans des industries de guerre. Moi, il fallait que je fasse des détonateurs pour des bombes. Mon papa, mes deux sœurs ont fait des ailes pour avions, quoi. Jour après jour, les Wittelsheimois n'ont d'autre choix que de s'adapter à cette situation. On faisait des petites croix quand ils cherchaient leur soupe, parce que tous ces gens, ils n'avaient rien de chaud à manger. Achtung! Feuer! Les mois passent péniblement. La guerre fait rage partout dans le monde. Les Américains, engagés à leur tour, font bloc avec les Alliés. Beaucoup d'Alsaciens, en risquant très gros, font tout pour rallier l'espoir, c'est-à-dire les forces françaises libres. Il fallait toujours mettre plus ou moins quelqu'un dehors pour qu'il fasse le guet, pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un
un policier, quelqu'un qui se ramène. Alors, parce que les Allemands, ils connaissaient bien les personnes qui étaient vraiment francophones, quoi. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le général de Gaulle avait donné la voie à suivre à tout le monde, en tous les cas, l'objectif final. Le chemin à prendre par les uns ou par les autres dépendait essentiellement de leur situation géographique. Il y a aussi, comme Alsaciens, ceux qui, après la débâcle de 1940, se sont évadés d'Alsace, car il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'Alsace était annexée par Hitler et que tout départ était considéré comme une désertion pour ceux qui auraient été capables de porter l'uniforme. Donc, ils ont osé laisser leur famille à la merci des représailles d'Hitler pour rejoindre leur patrie de cœur. J'ai marché pendant 2 jours et 2 nuits. Et je couchais dans les fermes. Finalement, un fermier m'a aidé à traverser la ligne de démarcation. Je me suis engagé au titre du 5e régiment de chasseurs d'Afrique à Alger. Je suis arrivé à Alger après maintes péripéties le 17 septembre 1942, 1 mois et demi avant l'arrivée des Américains. Le 7 juillet 1944, on est sorti de ce camp pour rejoindre l'Afrique du Nord. Dans l'armée française. Dans l'armée française. Il était volontaire pour le front, et comme il était bon patriote, on a dit oui, on se porte volontaire. On a changé de nom. Mon copain Joseph, il s'appelait Pernod Michel et moi Bousca Michel. Tout le monde avait la volonté de reprendre les armes. Les forces françaises libres étaient à l'extérieur et avaient déjà manifesté leur bravoure et leur capacité de combat. D'autres étaient en cours de mise sur pied en Algérie. On était tous prêts pour la revanche. Les unités étaient préparées, les états-majors étaient constitués, les matériels, aussi mauvais, aussi périmés étaient-ils, existaient quand même. La première division blindée a été créée à Mascara en Algérie en mars 1943 et elle provient essentiellement d'un amalgame entre les Pieds Noirs, les évadés par l'Espagne et les camarades qui venaient de France après la défaite de 1940. Débarqué en Provence le 15 août 1944 au sein du peloton de 57. Le peloton de 57, c'était un peloton anti-char. Nous avions une dizaine de canons de 57 mm. On a fait le débarquement à Aumale, du côté de Marseille. Heureusement qu'ils ont débarqué, c'était le début de la fin. Marseille est libérée le 24 août, c'est-à-dire 9 jours après le débarquement, alors que les plans prévoyaient 45 jours. Un véritable exploit, sachant que nos chars étaient totalement dépassés
par les matériels allemands. Pour donner un exemple, nos chars, même les tanks destroyers qui étaient des blindés dont la mission était l'antichar, ne pouvaient être valables contre un matériel allemand qu'à dans l'ordre de 800 mètres. Et encore fallait-il qu'il soit atteint de plusieurs obus successifs. Alors que le matériel allemand traversait les nôtres à plus de 2000 mètres. Pour le reste, nous disposions de l'artillerie qui était, elle, très valable. Des 105 automoteurs de première valeur, avec un dispositif de commandement et de direction de tir tout à fait exceptionnel. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Si les cloches de Notre-Dame ont sonné ce 25 août, la libération de Paris, sont les mêmes également qui sonnaient à Toulon et qui sonnaient à Marseille et qui sonnaient en Avignon. Le 25 août, c'était déjà une grande victoire, la victoire de Provence, comme c'était la fin de la victoire de la bataille de Normandie. Ensuite, on est remonté toute la vallée du Rhône. Et il y a eu d'énormes difficultés de ravitaillement. Et c'est ainsi, puisqu'on parle de ce sujet-là, que la première DB est restée en panne d'essence 6 fois de suite en cours de sa montée jusqu'en Alsace. 6 fois, c'est-à-dire 15 jours de perdu. L'objectif essentiel, c'était la jonction des 2 groupes de forces de Normandie et de Provence. Ceci fut réalisé le 12 septembre. Les Allemands détruisent tout ce qu'ils peuvent sur leur retraite. Et le génie fait des prouesses pour réparer et permettre l'avance rapide des unités blindées et motorisées. La jonction de ces 2 fronts a eu pour conséquence la réorganisation du commandement d'une part, la création donc de la première armée, et un changement total de direction. C'est-à-dire que, initialement, l'armée B avait comme mission Vittel et Lunéville, Nancy, alors qu'elle va avoir maintenant comme direction Belfort et l'Alsace, le Rhin. Donc, à droite, toutes. Partout on était reçus à bras ouverts, ma foi, c'était normal, puisque c'était l'armée française qui arrivait, on nous sautait au cou, on nous embrassait. On est passé là-haut, et puis bon, il y avait des gens sur la route, ils nous ont donné à boire. Ils nous ont lancé des pommes et des trucs, j'ai pris une pomme sur le coin de l'œil, j'avais l'œil au beurre noir pendant 8 jours, alors ils sautaient sur les jeeps, sur les GMC. C'était sa seule blessure de guerre. Mais oui, c'était une blessure de guerre, oui, la seule d'ailleurs, j'en ai pas vu d'autres. Parti le 15 août 1944 de La Nartelle, nous étions le 30 septembre à une centaine de kilomètres de chez moi. La première armée française est engagée depuis 3 jours entre la région de Saint-Dié et la frontière suisse. L'ennemi fléchit devant elle. Après avoir pris Montbéliard, Héricourt, Delle, elle est aux lisières de Belfort. Elle vient d'entrer en Alsace. Le 20 novembre, l'armée française était à Mulhouse. C'est vers la fin du mois de novembre en 1944 que nous sommes partis pour le Terril. Il y avait mon père, moi avec mon fils, mon père, il y avait mon frère, ma belle-sœur et sa fille. Et comme il y avait beaucoup de monde déjà dedans, on n'avait pas de place. On a dû rester devant. Et là, mon père avec mon frère, ils avaient fait
comme une sorte de chose avec des planches, et on avait mis de la paille, et c'est là qu'on s'est couché avec des couvertures. Ils ont donc squatté un peu le carreau de la mine Amélie. Oui. Et sur ce carreau, il y avait le terril, où les gens ont creusé auparavant déjà des galeries. Et la plupart étaient concentrés dans ces galeries. Mais il y en avait également sous le moulin, il y avait aussi des blocos au sein de l'entreprise. Et on peut dire qu'il y avait à peu près 500 personnes des cités Langenzug, Grasegert, Amélie II, qui étaient surtout cantonnées pendant 3 mois ici, donc qui devaient survivre et vivre avec ce qu'ils avaient. Et il y a les abris, où se réfugient, ou plutôt s'entassent par dizaines, les Wittelsheimois qui n'ont pas la chance d'avoir une cave. Les conditions d'hygiène sont lamentables. Mais l'entraide fonctionne comme jamais. On y va, malgré le crépitement incessant des armes. Dan er allemaal kunnen zeggen, oplopen vroeger, in zijn bunker, niet kabel noemen, en zij opgezet werden, met strui, en dek gemacht werden. On entendait le sifflement des obus, puis ça éclatait dans tous les coins. Dan zei hij, blijf stil, waarom? Nu gaat am kamerle, ligt hebben. Is in mijn Ulrich haar, is die vrouwtje, die bitte, Ulrich, hoe heet dat ze? Accouché. Il rentait moi, ça m'a n'est pique. Il ne faut pas penser à soi-même, il faut surtout penser aux autres. Depuis notre débarquement, jusqu'à l'arrivée à la frontière d'Alsace, nous n'avons pas obtenu d'aide ou de renseignements des Français que nous avons trouvés sur place. Dès notre arrivée en Alsace, dans les tout premiers villages, il y a eu des civils alsaciens qui venaient dans le fossé nous donner des renseignements sur l'emplacement des armes allemandes. Et nous avions pu faire la jonction du 28 novembre à Burnop-le-Haut et Burnop-le-Bas, entre la 5e DB et la 1re DB, et d'autres forces qui venaient de la région de Belfort. Et nous voici donc arrivés à cette fameuse date du 28 et du 29 novembre, où le général Delatte, où il n'y avait plus qu'à foncer, a tout arrêté. Le souci du général Delatte a été de protéger les populations déjà libérées d'une contre-réaction allemande. On ne pouvait pas comprendre dans notre coin qu'on était que ça n'avançait pas. Hitler promet le poteau d'exécution à ses troupes si elles perdent pied. Dans la nuit du 3 au 4 décembre, il y a eu une contre-offensive allemande qui nous coûta extrêmement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, la 4e DMM et nous-mêmes avons perdu dans l'ensemble, en 4 jours, plus de 810 hommes, dont 15 officiers, des chars et un matériel considérable. Dès notre arrivée en Alsace, nos chars roulaient sur des dahlias que la population alsacienne avait cueillis pour les mettre en travers de la route, et nous avons roulé sur des fleurs. À Wittelsheim, des batteries sont installées dans les jardins. L'armée allemande réquisitionne tout ce qui peut servir contre les Alliés. À partir à peu près du 15 décembre, on a eu vraiment les premiers obus. Pendant ce temps-là aussi se passait, bien connu, l'attaque des Ardennes, dans les Ardennes. Et le commandement américain, un peu paniqué, avait envisagé, ils avaient même donné l'ordre, d'évacuer toute la partie nord de l'Alsace sur la crête des Vosges, c'est-à-dire abandonner Strasbourg. Et qui disait abandonner Strasbourg risquait aussi d'entraîner l'abandon de Mulhouse et toute la partie est de l'Alsace. Tout ceci a été refusé par Delatte comme par le général de Gaulle, et à force de volonté, on a réussi à sauver Strasbourg, du moins à cette époque-là, dans le cadre de la Noël 1944. Il y avait le curé de Amélie II. Il a voulu faire une messe, mais pas à minuit, vers les 8h30, je crois.
Il est passé dans le terril pour le dire et on s'est préparé. Au milieu de la messe, même avant l'élévation, comme on dit, ça a commencé à tirer dur. Et alors il a dû arrêter et puis on a dû courir de nouveau dans le terril. Les Allemands ont attaqué par le nord, puis par le sud, Strasbourg. Et Strasbourg a été très, très menacé. D'où la nécessité absolue de monter l'attaque sur la poche de Colmar le plus rapidement possible. Et Wittelsheim est quasiment le dernier bastion allemand qui, une fois pris, ouvre cette fameuse poche de Colmar. Un bastion où se tiennent près 500 hommes pour défendre avec hargne chaque mètre, chaque pouce de terrain. Et en janvier, c'est la neige. Le thermomètre descend à moins 25, comme s'il fallait rendre l'avance des troupes françaises encore plus difficile. À Wittelsheim, l'électricité et le charbon se font rares. Un puissant feu d'artillerie détruit peu à peu la commune. Un jour presque calme, puis c'est à nouveau l'enfer. Les 15 derniers jours avant la libération, les Allemands avaient mis des guetteurs dans le clocher. Et du fait que les Allemands voulaient descendre les cloches, ils avaient enlevé au milieu du clocher les matriers, parce que chaque étage, il y avait des matriers. Et ces matriers-là, ils les avaient enlevés. Et le gars, le soldat allemand qui a donc eu un obus ou quelque chose, il est tombé carrément du haut du clocher en bas, dans le parterre, au sous-sol. Là. Au matin du 20 janvier, un feu de barrage s'étend progressivement à toute la commune. L'intensité du feu fait de nombreuses victimes, surtout au village. Donc le 20 janvier, il y a eu le déclenchement de l'attaque que tout le monde connaît. Par un temps effroyable, 1 mètre de neige, les chars n'arrivant pas, moi ça a été mon cas. Les Alliés ne sont absolument pas préparés à de telles conditions atmosphériques. Les Allemands, quant à eux, ont l'expérience du front russe et sont parfaitement équipés. On a mis un temps fou pour faire les quelques kilomètres qui nous séparaient de la région de Rhénane, si vous voulez, d'une façon générale. En 1944, quand nous sommes venus, il y avait de la neige, beaucoup de neige. Il y avait une température très très basse. Il y a eu beaucoup d'évacuations à cette époque-là pour pieds gelés. À l'heure actuelle, j'ai encore les doigts de pied qui me font mal par le froid. Je pense à ces pauvres Marocains qui vivaient dans la neige avec des pieds gelés. Mais vous savez, les chars, c'était pas meilleur. Quand on était tiré, on était obligé de faire marcher les ventilateurs qui nous soufflaient un vent aération de moins 20 degrés. Et c'était très dur parce que nous avons eu, quand même, avec nos mulets, il y avait 1 mètre de neige. Les mulets, ils étaient vraiment dans un état avec leurs sabots et tout ça. Comme j'étais dans la section lourde, il nous fallait des mulets avec les mortiers et mitrailleuses. Et en ce qui concerne les chars qui ont circulé au centre de Wittelsheim, les 15 derniers jours, il y en avait 3. Et il faut se dire que c'était des Tiger, c'était pas n'importe quel char. Et notre maison était déjà abîmée par 7 obus. Au moins de notre côté, c'était 7 obus qu'on avait. Puis on était à 3 familles, on était à 11 personnes dans la cave. J'avais 14 ans à l'époque. Nous étions naturellement presque tout le temps dehors. Seulement, dès que quelque chose bougeait, l'artillerie commençait à tirer puisqu'il y avait les éclaireurs, les avions, des petits avions, des pipers, des coucous, comme on les appelait, oui. Une fois, j'en ai compté 5 qui tournaient tout le temps autour. Même si un char bougeait, ça commençait à bombarder. On faisait cuire 1 fois par jour avec l'eau de la neige parce qu'on n'avait plus d'eau, on n'avait plus d'électricité. Alors, il fallait un petit peu rationner
les gens parce qu'il n'y avait qu'une grande louche de soupe, avec la viande tout cuit dans la même casserole, tant qu'on pouvait se servir. Il fallait prendre du bois très sec qui ne faisait pratiquement pas de fumée, hein, parce que ça arrivait aussi qu'ils se repéraient là-dessus pour tirer là-dessus. Et le matin à 7 heures, sur la route vers Schweighaus, on entendait des déplacements de chars avec les chenilles, ça faisait vraiment du bruit d'un seul coup. Un ou deux obus qui ont éclaté chez nous sur la grange. Et nous, on s'est retrouvés dans la cuisine, n'importe où, sous l'évier, sous les tables, contre les murs. Les obus pleuvaient. Il y avait énormément de bruit. Bon, on entendait le sifflement et puis l'éclatement des obus. Et tout à coup, notre maison a commencé à brûler. On a fui, on est allé chez les Armspar à côté. Et là aussi, ça a commencé à brûler. Ensuite, on a été de l'autre côté de la route, chez les Froberger. Et on n'avait pas peur, nous, des Français, parce qu'on les attendait depuis longtemps. Je me suis trouvé à 2 heures du matin sous la statue de Reningue. Et là, j'ai fait une de mes dernières prières avant de voir que nous approchions des cités de Grafenwald et de Wittelsheim. Au bout de 2 jours passés dans les bois, là, nous avons fait mouvement vers les mines Amélie et les cités. Nous arrivons à Grafenwald, il fait nuit. À la mine, au carreau d'Amélie 1, il y avait un abri. Il y avait des gens qui étaient dedans. Nous avons, à 5 heures du matin, nous avons trouvé un officier allemand qui avait à peu près 18 ans, 19 ans. Il a été tué par les Allemands qui étaient dedans. Et c'est là que j'ai eu mon premier litre, mon bidon rempli de schnapps. Alors me voilà rentré de ce portail de Josefeld avec les mulets. Et je vais jusqu'à l'autre bout de Josefeld où on me met sur la ligne de chemin de fer. On voit les Allemands, là, il y a peut-être 100 mètres, ils se tournent, mitraillette, ils nous tirent dedans. Le caporal Bruni se couche, je me couche, ça tapait dans la neige, clac, 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 ça claquait de tous les côtés. Oh, Michel, vite! À reprendre à gauche, force de descendre, monter dans la neige, on s'est plié là. Un char avec nous, et c'est le premier char qui est descendu. Il dit, restez là, arrêtez-vous là, faites votre trou. Alors, faisait le trou, moi je ne faisais pas le trou, moi, hein. C'était dur. Hein. On faisait rentrer la terre parce que l'artillerie tirait, et il tirait court, et les éclats. Le 24 janvier, le 8e régiment des tirailleurs marocains enlève brillamment la mine Josefels en capturant 40 Allemands. Le 25 janvier, la cité ouvrière est également prise, malgré plusieurs contre-attaques des chars allemands. Et en face de nous, brûlait le magasin central. Les Allemands ripostent très durement le 26 et la 7e compagnie perd 130 hommes sur 180, ce qui n'empêche pas les 50 survivants de réattaquer pour enfin conquérir les cités. Beaucoup d'efforts sont déployés pour nettoyer les bois de Josefels, qui empêchent toute contre-attaque de Langenzug. L'infanterie, aidée par les chars, est soumise au feu des snipers et avance péniblement dans la neige. Environ 70 prisonniers sont faits ce jour-là. La nuit, on l'a passé encore dans les barrages à l'Isère de la Forêt, puis le matin, nous avons, ça c'est le 27 janvier, la première attaque sur Wittelsheim. J'étais fort en char, j'avais à 75 mètres à l'instruction, hein. J'avais descendu un char. Alors il m'a dit, bon, c'est bon, tu prends ça, tu as le tireur, le pourvoyeur, et moi j'étais le tireur, le pourvoyeur et le chargeur, on était 3. Et il fallait passer un trou dans le mur. Il vient tirer à 155 à travers le mur de l'école, juste sur le char. On rentre dans la maison, il enlève le toit. Notre maison qui avait reçu un obus à phosphore qui commençait à brûler.
et on a réussi à éteindre avec de la neige. Et là, ça t'a pilonné, là. Hein. Il y avait des mortiers. Avec 6 bonhommes, j'avance dans cette maison. Je vois encore là le feu. Il y avait 5-6 petits cochons qui étaient en train de crier dans les flammes. Le phosphore, c'est carrément calé dans les manteaux et tout ça. Et on était 9 personnes dedans avec un bébé de 9 mois. On a réussi à sortir parce qu'il y avait peut-être quelques minutes, on aurait étouffé là-dedans. Une grenade allemande qui est envoyée dans la chambre, je la ramasse, la jette dehors, elle pète. Moi, j'en ai une à moi, personnelle, que je garde. En cas que les Allemands rentrent dans cette maison, ils ne n'auront pas vivant. On était là-dedans, on était comme fous. Hein. Il y a 30 bonhommes dans la cave. Et je tire sur les Allemands qui nous contre-attaquent. C'est Jiménez, il a reçu un éclat, il a la cervelle qui est tombée par terre. On ne parle jamais de ceux qu'on laisse sur les carreaux, hein, parce que ce n'est pas une victoire d'avoir tué des hommes. Et les héros, ce ne sont pas ceux qui restent, ce sont les morts. C'est eux les héros de la guerre. Les fantassins, pour être moins visibles, ont dû parer au plus pressé en se couvrant de blanc avec des draps et des chemises de nuit de femmes. Le 28 janvier, une offensive est menée contre la cité Langenzug, très fortement tenue par les Allemands et truffée de mines. C'est essentiellement une bataille de chars. Les pertes sont lourdes et la moitié seulement de la cité est prise. À la cité Amélie I, les Allemands se cachent dans les caves. Grasegert est libéré et les forces françaises se retranchent à la lisière de la forêt. À Langenzug et Amélie I, malgré une intense résistance allemande et les très meurtrières mines, les chars progressent, heureusement appuyés par l'aviation. Ces cités sont libérées en fin d'après-midi. Tous les Allemands, ils n'étaient pas fous. Il y en a un qui est rentré dans la cour et qui a dit à ma mère, Frau Galelli, wir haben 3000 Gefangene gemacht. 3 sind bereits durchgegangen, die 1000 kommen nach. Il restait très peu de choses aux Allemands. Il y avait, je crois, le 29 matin, il restait 20 000 hommes, 41 chars, si j'ai bonne mémoire, et 24 automoteurs. La victoire, la vraie victoire, était à notre portée. Mais il fallait le faire vite. Ça m'a coûté cher. Mon escadron de chars légers a perdu à lui seul, quoiqu'il n'ait pas fait grand-chose, pourtant, a perdu à lui seul autant de chars que les 3 autres escadrons réunis. J'étais brigadier chef dans les compagnies muletières, j'avais une quinzaine de bonhommes. Donc le maréchal Ferrand, c'était Maclouf. Alors j'étais maréchal Ferrand. On était là, à Langenzug, sur la place. Il y avait mon mulet et mon cheval. Nous avons été libérés le 29 janvier. C'était un lundi. C'était autour de 10 heures. Le 1er février était arrivé à progresser, aidé par les tireurs du 8e marocain, jusqu'aux dernières maisons de la cité Langenzug. J'ai essayé de progresser en rentrant, mais mal m'en a pris. J'avais à peine fait 50 mètres, je me suis trouvé bloqué par terre avec des tirs de mitrailleuse croisés au-dessus de moi. Nous avons prié le chapelet tous les jours. Et il y a des personnes qui disaient, vous allez voir, nous serons libérés un samedi, le jour de Marie. La veille au soir, le village est toujours aux mains des Allemands. Il est séparé des cités par cette étendue absolument plate, sans la moindre aspérité. Dans la nuit, le commandement donne l'ordre aux forces françaises de s'emparer à tout prix de Wittelsheim. Pour franchir ce glacis et neutraliser les tigres, il faut pilonner ce malheureux village avec quelques 5500 obus qui le mettent à feu et à sang.
d'horribles obus au phosphore dévastent le village. C'est l'enfer. On voit flamber les maisons sur un front de 500 mètres. Les granges, les maisons autour de l'église brûlaient et on entendait de chez nous, on entendait crier les bêtes, les chants qui étaient vraiment... C'était l'affolement, quoi. Mais comme on ne pouvait pas sortir carrément pour aller aider, hein, c'était terrible, ça. Les chars allemands s'abritent et leur artillerie est guidée par l'observateur du clocher. Une attaque en tenaille est menée conjointement par la 2e Dime et la 1re DB, à partir de Langenzug et à partir d'Amélien. C'est l'assaut final. Pour le 3 février, nous sommes revenus sur cette ligne de front où même on a demandé l'appui de l'aviation, parce que là, je me vois couché en première ligne avec nos toiles cirées. D'un côté, elle était blanche, de l'autre côté, elle était rouge, pour donner le signal aux avions pour pouvoir lâcher le petit pompe là, de 50 kilos qui venait descendre. Étant char de tête, juste, mon char s'appelait le Saumur. Le 3 février, notre escadron a pour mission de s'emparer de Wittelsheim. Pour le 3 février, nous étions le peloton spécial au complet. À 11h précises, c'est l'heure H pour l'attaque définitive sur Wittelsheim. On continue l'attaque derrière le char. Il ne fait même pas 2 mètres. Le char, il pète sur les mines. L'obus, il a éclaté sur le fourneau parce qu'on n'a plus rien vu du fourneau et de la soupe. On a entendu les mitrailleuses, des coups de feu et tout ça. On a dit, tiens, maintenant je crois que cette fois-ci c'est sérieux. Ils sont là. On sentait qu'il y avait un combat de rue. On avait très peur. Il y a des coups de feu qui sont partis déjà du clocher, parce qu'on avait le clocher en point de mire. Et il y en avait un qui était à l'église avec une mitrailleuse et il nous tenait. Alors on a été obligé de, malheureux pour les gens de Wittelsheim, mais enfin, d'envoyer un obus dans le clocher. Et après, on a pu continuer la suite avec l'infanterie et les Allemands qui nous tiraient à droite et à gauche. Nous sommes arrivés à l'école de Wittelsheim. Et de là, on est rentré en dessous, on est sorti des chars. On était voir les civils qui étaient en dessous, qui avaient d'ailleurs... Et puis on a fini de redétruire le restant en passant, hein, parce que les Allemands étaient camouflés dans chaque maison, il y en avait. On a entendu avancer. On a entendu à droite, et ça nous a fait chaud au cœur quand on a entendu parler français, et on les a vus venir, et c'était comme dans un brouillard. Puis tout le temps qu'on les attendait, on s'est dit quand ils vont venir, on va crier vive la France, mais ça nous a coupé le souffle, on ne pouvait plus dire un mot. C'était les Algériens qui sont venus. Mais embrassez-moi, et tout le monde est allé l'embrasser. Et d'abord des soldats noirs, peut-être pour faire peur aux Allemands. Mon fils, soldat français, elle ne savait pas, elle était alsacienne, et puis elle ne savait pas parler français. Ne nous faites pas de mal, nous sommes que des familles ici, nous ne cachons pas de soldats allemands. Ils criaient, nous sommes libérés, vive la France. À 11h45, j'étais à Wittelsheim, Carrefour. Rue de Cernay, rue de Mulhouse. Aux 4 rues de Mulhouse habitaient mes parents. Je ne les avais pas revus depuis septembre 1941. Mon premier souci a été de voir ce qu'ils étaient devenus, surtout quand j'ai vu l'état de ruine de la maison. Dans l'appartement, personne. Dans la cave, personne. Et j'ai entendu marcher dans une arrière-cour. J'étais voir ce qui se passait et instinctivement, j'étais braqué prêt à tirer.
Et je me suis retrouvé face à face avec mon père, que je n'avais pas revu depuis 1941. Il m'a seulement dit, c'est toi? Moi, je lui ai répondu, oui, c'est moi. Nous nous avons encore une fois regardé, et comme des imbéciles, on s'est mis à pleurer tous les deux. Tout était terminé. J'ai perdu un collègue, là. Oui. C'était terrible, ça. Ça, je me rappellerai toujours. À 11h30, la place de l'église et la place centrale sont prises. À 13h, Wittelsheim est enfin libéré. À 14h, le communiqué de la première armée signale. Ce jour, Wittelsheim est conquis de haute lutte. Une phrase en point final qui en dit long. En fait, la libération, c'est d'abord le silence. La fête est pour plus tard, quand les drapeaux seront recousus et quand les larmes auront séché. Et là, nous n'avions plus de nouvelles des parents. Nous ne savions plus s'ils étaient encore en vie ou où ils étaient, où ils se trouvaient. Et alors Jeanne a suggéré que nous allons prier tous les soirs. Et nous avons prié tous les soirs en pleurant pendant 27 jours. Elle m'a dit, on ne va pas s'arrêter. Et le 27e jour était terminé un samedi. Et le lendemain, dimanche, était la fête de la libération de Wittelsheim. J'avais le droit d'avoir un costume d'Alsacienne que Jeanne a su me procurer et j'étais très fière. Et la grand-messe était célébrée sur les parvis de l'église en ruine, sur les marches de l'église et toute la foule placée devant sur la place, avec l'armée du général Schall. Et c'était une grande fête, c'était très très festif. Et tout à coup, des voix ont traversé la foule, sont venus jusqu'à moi pour dire « Viens, viens de l'autre côté de la place, tes parents sont arrivés. » Et inutile de vous dire l'émotion de ces retrouvailles.